Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis Rebecca Sfedge et j'ai eu la joie de participer hier à une conférence qui s'appelle Women in Business, les femmes au travail, à l'université Paris-Dauphine. Malheureusement, la caméra qui devait filmer la conférence s'est arrêtée en cours de route, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous partager ce que j'ai gardé en tête de cet échange. Globalement, cette conférence, elle m'a amené à relire mon parcours professionnel et académique au regard de mon genre, en quoi le fait d'être une femme a pu influencer de façon agréable ou désagréable le cours de mon parcours. Du coup, je vais commencer par te partager un petit peu quel a été mon parcours, et puis souligner quelques points dans lesquels j'ai appris des choses que j'aurais aimé savoir avant pour être mieux outillée et trouver ma place plus facilement dans ce monde du travail en tant que femme. D'abord, ce qui est intéressant à savoir pour me comprendre, c'est que depuis que je suis toute petite, c'est très important pour moi d'être heureuse et de réussir ma vie. Par contre, depuis que je suis toute petite, j'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie et de quel métier j'ai envie d'exercer. Du coup, j'ai décidé de dédier ma vie à savoir ce que j'avais envie d'en faire et de créer ma vie sur mesure en fonction de mes talents, de mes valeurs, de mes aspirations et d'aider d'autres femmes entreprenantes et engagées comme moi à construire une carrière qui soit à la fois épanouissante et impactante. Je les aide globalement à vivre de leur passion tout en prenant soin d'elles, de leurs proches, des autres et de la planète, et ce même si elles manquent parfois de confiance en elles. La confiance, on va le voir, c'est un élément fondamental quand on est une femme à renforcer pour trouver sa place, notamment dans le monde du travail. Voilà aujourd'hui que je suis donc coach, formatrice, conférencière et auteure et que je poursuis mes passions et que j'essaye d'avoir le plus d'impact possible. Ce dont je me suis rendu compte dans cette conférence, c'est qu'en fait, pendant mes études, je n'avais pas vraiment conscience que le fait d'être une femme pouvait être discriminant dans ma vie. Je ne l'ai pas vraiment senti, peut-être que je n'ai pas fait l'objet, tant mieux. En y regardant un petit peu de plus près, même si je ne le sentais pas à l'époque, je me suis quand même rendu compte que j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est lorsqu'on réussit et qu'on a l'impression que c'est pas grâce à soi, mais que c'est parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on a été aidé, parce qu'on a beaucoup travaillé, ou parce que personne d'autre n'était dispo, donc c'est pour ça que c'est moi qui l'ai fait, et qu'on n'arrive pas à intérioriser sa réussite et à comprendre que c'est soi-même qui en est responsable. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais vraiment ce sentiment d'illégitimité, ce sentiment d'imposture, notamment lorsque j'étais en projet de groupe et où je comprenais pas pourquoi les étudiants, les meilleurs de la classe, ceux qui avaient les meilleures notes, avaient envie d'être avec moi, parce que moi j'avais l'impression d'être débile et de rien comprendre. Et donc ça créait ce sentiment de oulala, c'est ma poker face qui fonctionne, ils doivent me faire confiance parce que je donne l'impression, mais en fait au fond je suis nulle. Bref, alors qu'au fond j'étais quelqu'un de très déterminé, de fiable, de bosseur, et donc forcément c'est aussi des qualités qui donnent envie de travailler avec soi, mais je ne voyais que ce qui n'allait pas et toutes les croyances négatives que j'avais sur moi. Par ailleurs, quand j'étais engagée dans des associations, j'avais beau évoluer dans des postes avec de plus en plus de responsabilités, finalement, je me disais jamais que je le méritais. Je me disais toujours que c'est parce qu'il y avait personne d'autre, c'est parce que c'est bénévole, c'est parce que je suis sympa, mais je me disais jamais que je le méritais, que j'avais, enfin voilà, que j'avais vraiment du mérite et que ça valait le coup. Et je me demandais toujours comment est-ce que c'était possible que moi j'arrive à gérer autant de personnes qui sont plus intelligentes, plus âgées, etc. Que moi. Ce que j'ai pu remarquer aussi dans les associations, c'était que même si les associations humanitaires engagées étaient principalement féminines, et bien finalement, les présidents d'associations étaient principalement des hommes. Donc déjà à l'époque, même si je ne me limitais pas plus que ça, il y avait quand même ce constat dans les postes à responsabilité, donc dans le pouvoir. Quand on fait face à ce sentiment d'illégitimité, quand on a ce syndrome de l'imposteur, ce qui est important, c'est de fake it until you make it. Tant que toi, t'as pas complètement confiance en toi, bah, donne à penser que tu l'as, parce que ça influence énormément. Et puis travaille sur ta confiance, essaye de te focaliser sur tes réussites, sur tes atouts, plutôt que de regarder ce qui va pas ou ce qui manque.
ça va t'aider à te sentir de plus en plus légitime. Donc comme tu l'as pu le voir, durant mes études, je me suis pas vraiment rendu compte que le fait d'être une femme, ça pouvait me poser problème. Ça m'a peut-être même pas posé problème plus que ça, mais c'est plutôt quand je suis rentrée en stage ou dans des jobs dans le monde du travail concrètement que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu problématiques. Notamment quand j'ai travaillé dans une organisation et j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'avais beaucoup de mal à m'autoriser à dire ce que j'avais envie et je comprenais pas ce qui se passait en fait. Je me sentais pas moi-même, j'avais vraiment du mal à être moi-même dans ce groupe-là, sans savoir pourquoi, en ayant honte et en ayant un sentiment d'infériorité très fort. Heureusement, comme les dirigeants ont senti qu'il y avait un peu un malaise, moi j'en parlais pas parce que j'avais honte, mais en fait il s'avérait que d'autres personnes ressentaient un petit peu des sentiments similaires, et grâce à une coach qui a pu intervenir, elle a pu faire le diagnostic qu'en vérité, dans les réunions de groupe, la parole était principalement prise par les hommes. Et du coup, le fait de se faire couper la parole, etc., me donnait pas la confiance de me dire ce que je dis c'est intéressant, ça a de la valeur. Donc ça m'a énormément pesé, je pensais que j'étais la seule et j'avais honte, donc je n'ai rien partagé. Et pour autant, avec du recul, j'ai appris que ce phénomène, ça s'appelait le mansplaining, et ça se traduit par le fait que parfois les hommes vont prendre de la place, vont pouvoir s'exprimer plus facilement que les femmes et vont parfois couper la parole. Aujourd'hui, les chiffres, c'est que le temps de réunion, par exemple, le temps de parole dans une réunion est occupé à 75% par les hommes et qu'une femme est 23% plus amenée à être coupée qu'un homme. Donc ce n'était pas que mon expérience personnelle, c'est quelque chose d'un peu plus global. Donc à ce moment-là, on se rend compte que ce qui est important, c'est que parfois on n'a pas conscience soit d'être discriminé, soit d'être en train de discriminer quelqu'un pour des raisons de genre ou d'autres par ailleurs. Et donc la première chose qui est importante, c'est de prendre conscience d'une discrimination, parce qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc prendre conscience de l'injustice, de la discrimination, d'une situation désagréable pour pouvoir la changer dans un second temps. Et ce qui est génial, c'est que dans cette organisation, une fois que la prise de conscience a été faite, il y a eu vraiment un chantier qui a été mené et qui a été porté par un homme pour qu'il y ait justement plus d'égalité, d'équité et que le temps de parole soit plus partagé et que les femmes puissent se sentir en liberté de s'exprimer et d'apporter leurs idées. Donc, après cette prise de conscience, de pouvoir passer à l'action, c'est vraiment deux composantes essentielles. Pendant la conférence, on m'a aussi demandé, selon toi, quelles sont les causes de ce manque de confiance chez les femmes. Parce qu'on tourne beaucoup autour du pot, mais c'est beaucoup un enjeu d'estime de soi. Moi, ce que j'identifie, c'est qu'en tant que femme, on a tendance à être beaucoup éduquée à être parfaite et à faire plaisir. On est éduqué à faire plaisir, à prendre soin des autres, le côté maternel, tout ça, qui fait qu'on va pas penser à soi forcément en premier, mais aux autres. Du coup, dans les équipes, par exemple, les femmes sont relativement de très bons managers, de meilleures manageuses, et vont prendre soin des équipes, mais du coup, leur contribution individuelle ne va pas forcément être alliée à leur contribution en tant que manageuse ou en tant que contributrice au bien-être de l'équipe, et donc elle ne va pas forcément être récompensée puisque c'est difficile, puisque voilà, la contribution n'est pas forcément bien mesurée par rapport à ça. Et puis enfin, on est aussi plus éduquée en tant que femme à être parfaite. Il y a une super conférence TEDx sur le sujet que je vous recommande fortement qui s'appelle We teach our boys to be brave and we teach our girls to be perfect. Et ça raconte justement comment dans la discipline du code, les femmes, les jeunes filles peuvent réagir comparativement aux hommes dans des situations d'échec. Et donc comme on est davantage éduqué à être parfaite, il y a énormément d'exigences envers les femmes, et donc les femmes sont excessivement exigeantes envers elles-mêmes, voire même envers les autres femmes, et donc toute erreur est difficile à vivre et est fortement critiquée. Donc, comme il y a davantage de peur de l'échec et du regard des autres, eh bien on va moins oser, moins avoir confiance et on va avoir une estime qui peut diminuer.
Donc, pour moi, ça fait partie des causes de cette difficulté à gagner confiance parfois, le fait d'être hyper exigeante avec nous et que les autres le soient également, le fait de vouloir faire plaisir et de se sacrifier en partie. Sont des facteurs, justement on a eu cette réflexion autour de qu'est-ce qui relève de l'inné chez la femme, qu'est-ce qui relève de l'acquis. Je ne me suis pas énormément positionnée sur le sujet, je pense que c'est une question extrêmement philosophique, voire religieuse. Moi je pense qu'on a des différences biologiques certaines et que énormément du reste est culturel, acquis lors de l'éducation par exemple. Donc je pense que tout est possible et qu'on peut devenir qui on a envie d'être à partir de ça. C'est important aussi d'identifier qu'il y a un contexte historique, ça fait moins de 100 ans que les femmes ont accès au marché du travail, qu'elles peuvent ouvrir un compte bancaire, qu'elles ont le droit de vote. Donc c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'évolution et le changement prend du temps aussi. Donc il y a aussi un contexte qui justifie le fait que le monde du travail a été créé par des hommes pour des hommes. Et donc, que ça prend un petit peu de temps pour que la femme puisse prendre sa place et s'y retrouver aussi dans ce monde qui se féminise. On a parlé un petit peu des causes de ce manque de confiance et de légitimité des femmes, et on a également abordé la question des conséquences de ce manque de confiance. Je vous parlais tout à l'heure des femmes manageuses. Il y a une étude qui est parue dans la Harvard Business Review qui témoigne qu'il existe un confidence gap, un fossé de confiance entre les hommes et les femmes en entreprise. Et en fait, comme le manque de confiance est ressenti à l'extérieur et qu'aujourd'hui on a tendance à choisir nos leaders en confondant euh, la confiance qui est partagée de la réelle compétence, alors les personnes qui vont témoigner de la confiance vont être élues en tant que leaders. Et ils se sont rendus compte que justement il y avait énormément de personnes incompétentes à des postes de direction parce qu'il y avait cette confusion entre manifestation de confiance et manifestation de réelle compétence. D'où l'importance d'avoir confiance en soi pour rayonner la confiance, avec des vraies compétences et de pouvoir atteindre des postes de direction et de leadership avec à la fois confiance et compétences. Une autre conséquence qui me semble très importante, c'est aussi la pénurie de femmes intervenantes, speakeuses, qui prennent la parole. Aujourd'hui, ou du moins il y a 5 ans je crois, il y a une étude qui a été menée et qui témoigne que 80% des experts dans les médias, des porte-paroles, des sujets, sont portés par des hommes. Donc ça laisse peu de place pour que les femmes s'expriment. Alors il y a effectivement un enjeu de choix des témoignages, et il y a aussi un enjeu d'autocensure des femmes par rapport au sujet. Héloïse, l'autre intervenante de la conférence, avait partagé que dans un format type TEDx Paris, auquel elle avait été la veille, le présentateur s'excusait par avance de l'absence de diversité de genre dans les speakers, parce qu'en fait, quand il proposait une intervention, un discours à un homme, 80% des cas, il l'acceptait, et que dans 80% des cas où il le proposait à une femme, elle le déclinait en disant « Je ne pense pas être la bonne personne, mais je connais quelqu'un, et ce quelqu'un est un homme ». Donc, il y a un vrai enjeu, selon moi, de s'autoriser à prendre la parole, et je sais de quoi je parle, c'est un challenge de tous les jours, mais les motivations sont parfois plus fortes que les peurs. Donc de s'autoriser à prendre la parole. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est un enjeu de pouvoir extrêmement fort. C'est par la parole qu'on arrive à défendre ses idées, ses convictions, ses avis. Et donc, la prise de parole est un enjeu fondamental d'égalité femmes-hommes. Voilà sur ce point-là. À un moment, on m'a posé la question est-ce que vous avez l'impression que votre autocensure, vos peurs vous ont bloqué dans certaines aspirations ? Et j'ai été agréablement surprise de me dire que non,
Pour autant, je suis quelqu'un d'extrêmement prudente, j'ai énormément de peur. L'avantage, c'est que j'apprends à les gérer, les comprendre leurs messages de changement positifs, j'apprends en fait à dépasser mes peurs, même si j'en ai beaucoup. Donc je vous encouragerai aussi, vous, à ne pas vous laisser bloquer par vos peurs, mais à comprendre que vos peurs sont vos amis, qu'elles viennent vous indiquer qu'il y a un danger et que vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce danger. Donc ça vous donne la possibilité de répondre à votre besoin de sécurité. Donc écoutez cette peur, regardez ce que vous voulez à la place et comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de poser une action qui vous permette d'aller vers cette situation idéale plutôt que vers cette situation euh, qui vous fait peur. Donc ne laissez pas vos peurs vous freiner, mais dépassez-les. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à les dépasser. Ce que disait Mandela, notamment, qui m'a pas mal inspirée. Peu importe si vous avez des peurs, peu importe si vous avez des difficultés, ce qui est très important, c'est de pouvoir compter sur vous en tant que premier soutien. Soyez votre premier soutien, soyez votre meilleur ami. C'est hyper important de pouvoir s'auto-encourager plutôt que se bâcher et de se dire ah là c'est trop nul ce que t'as dit, ah mais là c'est trop débile. Ayez une parole impeccable vis-à-vis de vous. Il y a un livre sur les 4 accords Toltec qui mentionne cette parole impeccable. Voilà, soyez votre meilleur ami, parlez-vous, soutenez-vous, et puis appuyez-vous aussi sur le soutien des autres femmes comme des autres hommes. Le soutien entre femmes est fondamental, c'est vraiment une cause qui me tient énormément à cœur. On parle de sororité. Soutenons-nous les unes les autres, partageons nos prises de conscience, partageons nos expériences et soyons solidaires entre femmes. Et puis, en vérité, moi, il y avait des moments où je ne savais pas forcément à qui demander de l'aide, mais maintenant, j'ai un groupe de co-développement de femmes comme moi, entrepreneuses, parfois coach de femmes, parfois coach d'entrepreneuses. Donc on fait des jobs similaires et pour autant on ne se considère pas comme des concurrentes, mais presque comme des collègues et on s'entraîne. Donc on n'est pas dans ce cliché de les femmes qui sont en compétition et qui se mettent des bâtons dans les roues. On est vraiment des femmes qui s'entraidons alors qu'on travaille sur les mêmes enjeux et qu'on pourrait dans un système classique se considérer comme des concurrentes. Donc je trouve ça magnifique comme symbole et j'ai rejoint d'autres communautés, Creators for Good, Linin aussi qui est super pour se soutenir entre femmes. Donc il existe beaucoup d'opportunités de renforcer cette solidarité féminine. Et puis on peut aussi compter sur les hommes, partir du principe que la majorité des hommes ont une bonne intention, ils sont peut-être maladroits, il y a aussi dans l'inconscient collectif une éducation aussi qui fait qu'il y a des inégalités, qu'il y a un sexisme quotidien, qui est aussi pratiqué entre femmes parfois et aussi avec des hommes. Donc partons du principe que les intentions sont bonnes, que les personnes peuvent changer et n'hésitons pas à lâcher gardons le sentiment d'injustice, mais n'ayons pas un sentiment de vengeance qui, qui en fait reproduirait ce système d'exclusion, mais plutôt essayons d'aller vraiment vers plus d'équité et d'égalité, sans faire payer aux hommes ces systèmes discriminants. Non, on va pas réinventer l'exclusion, on veut de l'égalité et ça passera aussi par l'engagement des hommes. Selon moi, pour trouver sa place en tant que femme, c'est fondamental que l'homme trouve la sienne aussi. Travailler sur la féminité, c'est complémentaire à travailler sur la masculinité, sur la capacité pour les hommes à partager leurs vulnérabilités, leurs émotions, parce qu'ils ont aussi leur lot de challenges de leur côté. Donc je pense aussi que ce sera dans le dialogue, dans la communication de ce qui va et de ce qui pourrait être mieux, que ce sera constructif des deux côtés. Voilà, donc les hommes sont nos alliés, encore faut-il pouvoir trouver des moyens de collaboration ensemble, et on retombe sur ce besoin de communiquer entre nous pour mieux se comprendre. Voilà les messages principaux que j'avais envie de retenir. Cette conférence a été très riche, j'ai énormément appris, j'espère que ça vous sera utile à vous, et surtout ce que j'ai compris en prenant un peu de recul, c'est que cette conférence m'a permis de réanalyser mon parcours au regard d'une partie de mon identité, celle de femme, mais je pourrais le faire sur plein d'autres parties de mon identité, le fait d'être jeune, le fait d'être entrepreneuse, le fait d'être engagée, etc., etc. Et qu'en définitive,
Créer sa carrière en tant que femme, c'est important quand on est une femme, mais on n'est pas seulement une femme. L'idée, c'est de pouvoir construire une carrière à son image au regard des différentes parties de son identité. D'où l'intérêt de bien se connaître, de savoir ce qui est important pour soi, pour pouvoir orienter sa carrière vers ce qui est bon pour soi et mettre des no-go sur ce qui est impensable de côtoyer dans son environnement de travail. Voilà pour moi, je suis contente d'avoir pu synthétiser ces 2 heures de conférence d'hier. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de curiosité, beaucoup de passion et beaucoup de sérénité dans la construction de votre propre parcours. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le sujet de Women at Work, Women in Business, que vous soyez un homme ou une femme, votre avis m'intéresse énormément. Quelle est votre expérience à vous du monde du travail? Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans le monde du travail? Comment est-ce que à votre échelle vous avez envie d'y contribuer ou non? Je suis heureuse de lire ça en commentaire. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!